Aux origines, l'homme affronte un monde hostile. D'abord craint, puis maîtrisé, il découvre ensuite le feu. Grâce aux premiers outils, il apprend à le dompter, à s'en servir pour se chauffer, se protéger, cuisiner. De siècle en siècle, cette maîtrise évolue, du bois au charbon, jusqu'à aujourd'hui, le gaz. Quand on ouvre un robinet de gaz et qu'on allume un chauffage, on pense rarement au long voyage que cette énergie a parcouru. Pourtant, le gaz suit une véritable chaîne, de sa production jusqu'à nos usages quotidiens. Tout commence souvent loin d'ici, dans de grands gisements en Norvège, en Algérie ou en Russie. Le gaz est ensuite transporté sur des milliers de kilomètres grâce à d'immenses canalisations à haute pression, gérées en France par GRT Gaz et Teréga. Avant d'arriver dans nos villes, il est stocké dans des cavités souterraines ou des réservoirs, puis est distribué localement par un réseau impressionnant composé de plus de 200 000 kilomètres de canalisation, principalement exploité par GRDF. C'est ce réseau qui alimente nos logements, nos écoles, nos hôpitaux. Mais aujourd'hui, cette chaîne est en train de changer. Le gaz ne vient plus seulement de l'étranger, il est aussi produit directement dans nos territoires. Grâce à la méthanisation, des exploitations agricoles et des sites industriels fabriquent du biométhane, un gaz renouvelable, et l'injectent directement dans le réseau. Résultat, le réseau devient bidirectionnel. Il ne fait plus que distribuer de l'énergie, il en collecte aussi localement. Fin 2024, près de 800 sites injectaient déjà du biométhane en France. Ainsi, derrière nos usages quotidiens, se cache un réseau en pleine mutation. Un réseau capable de relier production locale, stockage et consommation, et de jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Monsieur, j'ai pas compris cette partie sur le processus de méthanisation. Le processus de méthanisation, c'est super simple. En gros, c'est un processus de digestion anaérobie avec des processus biochimiques de minéralisation de la matière organique qui se complexent par un consortium bactérien, symbiotique en l'absence d'oxygène, évidemment. C'est un processus mésophile, dans les 40 degrés, dans un réacteur biochimique. Ok. Tout ce qui va être substrat carboné, donc la biomasse agricole, les effluents d'élevage, industriels, les boues résiduaires des steppes, notamment, on va le fractionner en deux phases, un digestat et une phase gazeuse. Très simple. En gros, c'est une machine qui imite la digestion d'un estomac géant. Ça prend des déchets organiques, du vieux fumé, des légumes, et après ça fait du gaz. Attends, mais du coup, ça veut dire quoi, biogaz? Attendez. Le biogaz, c'est très simple. Le biogaz qui est issu des méthaniseurs, c'est un biogaz brut. Mais c'est un mélange gazeux en réalité. On a une teneur en méthane CH4 assez faible, de l'ordre de 50 à 60% grand maximum. Le reste, c'est beaucoup de dioxyde de carbone et sulfate d'hydrogène. Pour atteindre un taux d'interéchangeabilité des gaz naturels fossiles, c'est pas la même chose. Il faut faire du raffinage, de l'épuration, de l'upgrading. Ce processus, c'est un enchaînement de procédés en travers. C'est très complexe, mais très simple en même temps. On travaille de l'inversion de pression, de la base chimique. Le but, c'est d'extraire le CO2, de faire monter notre taux de CH4 aux alentours de 98%. C'est l'objectif. Très simple. En gros, le gaz qui sort du méthaniseur, il est pas vraiment pur, du coup on va le raffiner. Attends, mais ça veut dire que tout ce qui est solide et qui rentre dans le méthaniseur, tout ressort sous forme de gaz? Attendez. Non. Une fois converti en biométhane, le vecteur énergétique il est décarboné, il est odorisé, il est injecté dans les infrastructures de transport et de distribution. Ce cercle vertueux, c'est une logique d'économie circulaire. Il permet la substitution de fertilisants par le digestat et la production d'énergie locale à faible empreinte carbone. Et donc on va limiter les émissions fugitives de gaz, très simple. Tout ce qui va être gaz à effet de serre, c'est limité. Et donc ce digestat, il va être réutilisé pour l'agriculture en fait. Très simple, très simple. Mais du coup, je t'avais pas dit, mais j'ai fait une visite d'un site de méthanisation. Oh, trop cool. Ouais, franchement, c'était bien. C'était dans l'Ain, région Rhône-Alpes. C'est une agricultrice qui fait un élevage porcin et ils ont mis un site des méthaniseurs, etc. Okay. C'était grand, franchement. Les installations, elles sont énormes. Ouais, et ça marche bien. Ouais, franchement, ils fournissent à une usine. Ils peuvent stocker le gaz 48 heures. Alors, je te montrerai, j'ai des vidéos. Ouais, trop bien. Écoute. Ok, du coup, tiens, là d'ailleurs, il y a Fifi le boss qui demande est-ce que c'est GRDF qui achète directement le gaz à l'agriculteur? Bah, du coup, non. C'est le client, celui qui va acheter le gaz, ça va être par exemple l'usine, là, comme
quand j'ai visité, ou sinon les villes, etc. Et GRDF, c'est vraiment celui qui va distribuer. Ils ont le droit aussi, si par exemple dans un réseau de collectivité, ils peuvent faire du rebours. C'est quand la pression est trop basse pour aller dans le réseau de transport. Et ben le réseau de distribution peut être un peu un truc de stockage, donc c'est pas mal. Je pense qu'ils ont mis en place, ça c'était cool. Ouais, ok. Voilà. T'as quoi d'autre comme question là sur le chat? J'ai le biogaz c'est la vie qui demande c'est quoi le droit à l'injection. Alors, tu veux que je réponde? Ouais, vas-y. Ok. Le droit à l'injection, c'est quelque chose qui va avec la loi du tuyau prioritaire dont on a parlé précédemment. Et c'est quand un agriculteur produit du gaz vert, GRDF est obligé de faire les travaux nécessaires pour le brancher directement au réseau. Comme ça, il n'y a pas de perte et on ne produit jamais pour rien en fait. Ouais, Ouais. Et il y a aussi Brest Forever 29, drôle de surnom, qui nous demande on vise quel chiffre pour les gaz renouvelables. C'est plus calé ça. Ouais, mais si je me trompe pas, je crois que d'ici 2030 c'est 75 TWh par an, Ok. je crois. Ouais. Et l'objectif de 2050, pardon, c'est 100% de biogaz. Bon, ça, je sais pas ce que t'en penses, mais Un peu dur à atteindre. Ouais, ok. Methane Lover qui demande qu'est-ce qui fixe le cap politique du biogaz en région. Alors dans les régions, ça passe par des textes, des décrets. C'est le et il y a- SRADET. il y a Ouais, un le texte SRADET, c'est principal. le schéma qui est défini par la région, qui donne des objectifs sur moyen terme plutôt. Ouais, Puis il va être complété avec le PCAET plutôt pour les collectivités. Donc c'est un peu plein de normes qu'il faut suivre, etc. qu'il faut mais- assembler entre elles. Et voilà. À présent, un sujet au centre de tous les débats, un enjeu majeur pour 88% des Français, la transition du gaz vers le biogaz. Nous partons à la visite d'une usine de biométhanisation dans l'Ain, un reportage signé Marine Tondelier. Ça arrive. En ce 29 décembre 2025, nous retrouvons ici pour la visite de la porcherie agricole de Christine Robin et Benoît Drouillet. Ils sont aussi propriétaires d'une société de production de biogaz, la SAS du Solnan. L'unité a été mise en service en juillet 2020 et ce pour un contrat de 15 ans. Les partenaires clés sont Engie qui achète leur énergie, GRDF qui assure la distribution de leur gaz et l'usine d'équarrissage Prodria qui sont leurs clients principaux. Les agriculteurs font partie de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, mais ils travaillent de manière totalement individuelle. Ce site de méthanisation possède une caractéristique très importante. Il est composé d'une cuve de stockage. De plus, au sein de cette usine, on retrouve une préfosse, un digesteur, un poste digesteur, cette cuve de stockage, le sécheur et un poste d'injection totalement géré par GRDF. Le sécheur est un élément aussi très important de leur poste de méthanisation, puisque tout le gaz qu'il forme, il y a 60% de biométhane et 40% d'humidité de dioxyde de carbone. Ainsi, grâce au poste de sécheur, le gaz extrait va alors sortir à 98% du biométhane, ce qui est primordial pour l'envoyer dans les réseaux. L'unité rend environ 30 tonnes de matière par jour, chauffée à 40 degrés, et le mélange est composé de cultures intermédiaires à vocation énergétique à 25%, de lisier à 30%, de fruits et de maïs spécifiques. Le lisier fournit du biométhane de très bonne qualité, mais possède un moins bon rendement. Pour les cives, c'est le contraire. Le maïs et la cive, en effet, possèdent un rendement important, mais un gaz de moins bonne qualité. Ainsi, pour eux, il est important de trouver leur équilibre parfait. Au terme de notre échange, l'agricultrice soulève le trop-plein de normes et le manque de cohérence entre les différents textes de planification, ce qui oblige d'investir énormément. Il serait donc intéressant et primordial de repenser cette planification pour qu'elle soit plus juste et durable. Je vais vous présenter du coup notre étude sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le potentiel du méthane. Pourquoi cette région? Nous, on trouvait cette région importante et intéressante parce qu'on a un fort développement de l'agriculture, qui est essentiel pour la production de méthane, et particulièrement l'agriculture bovine, produit beaucoup de lisier, donc de biométhane. On sait aussi que le parc est plutôt avancé sur cette zone. C'est pas non plus comparable à la Bretagne, par exemple, mais c'est quand même plutôt correct, avec moins de 200 unités en service. Le potentiel. Donc, on a étudié le potentiel de méthanisation, c'est-à-dire à quel point un territoire, donc un EPCI, une communauté de communes, peut produire du méthane en mégawattheure. On trouve qu'on a une partie qui est quand même plus développée, ce serait ici. Et là, c'est plutôt un petit peu moins bon parce que c'est une zone très montagneuse. Ce qu'on a fait après, c'est trouver l'équilibre entre la consommation future et la production future. On a fait des hypothèses
2030-2050 sur la consommation et la production, avec différents scénarios qui vont du plus optimiste, enfoncé, jusqu'au pessimiste, en pointillé. Et là, le principe dans la production, ça serait soit on récupère les données PCAET si on les a, soit on dit qu'en 2050, on veut exploiter à minima 50% de la ressource présente sur le territoire. Avec ça, on a pris des ratios, donc le taux d'autonomie gazière, qui donc indique à quel point un territoire est autonome en gaz vert ou non. C'est-à-dire qu'un territoire vert produirait plus que ce qu'il consomme en gaz. Et donc, il pourrait potentiellement exporter son gaz. Là, il faut se réfléchir, est-ce que la solution, c'est de produire plus ou consommer moins? Moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux en parallèle. En plus de ça, on a développé donc les cartes du réseau de transport, et ça nous permet d'indiquer des zones qui sont enclavées ou non, des zones loin du réseau. Par exemple, ici, on produit beaucoup, mais on est très loin du réseau, donc c'est peu probable qu'on puisse réinjecter notre gaz sur le réseau et des rebours. Donc là, il faut penser à autre chose. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, quand bien même on prolonge le réseau ici, la quantité est trop faible. Il faut trouver d'autres solutions. Et nous, ce qu'on s'est dit, que ça pourrait être intéressant, plutôt que de passer par des rebours qui sont très coûteux, ça pourrait être intéressant de créer des maillages plus fins à l'échelle du groupement de PCI. Donc ça pourrait être un maillage ici, par exemple, où les surplus pourraient directement combler les déficits de ce territoire-là. On pourrait localement atteindre un équilibre pour les objectifs de sobriété.